Donc, c'est bientôt le recensement de la clientèle étudiante. Alors, donc, j'aimerais voir donc qui se cache derrière ces noms qui sont les vôtres. J'espère que vous avez passé donc un excellent week-end. C'est magnifique l'automne, c'est la plus belle saison quand même. Donc, il commence à faire froid, les feuilles vont changer de couleur, ça sent bon, la luminosité est vraiment magnifique l'automne. Monsieur Jaillet, donc s'il vous plaît, Monsieur Bélanger, Mademoiselle Camara, Monsieur Terrien, Monsieur Lefebvre. Donc, si je ne vous vois pas, je vais donc considérer que vous n'êtes pas dans la classe. Monsieur Jaillet. Monsieur Terrien. Monsieur Bouziane, vous êtes à l'extérieur, vous êtes chanceux? Donc, oui, je prends du beau temps, monsieur. Parfait. Monsieur Lefebvre, oui, qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai un problème avec ma caméra, je crois. OK, parfait. Monsieur Terrien? Monsieur Terrien, une fois, deux fois. Monsieur Jaillet? J'ai appris maintenant comment remove some people. Excusez l'expression. Donc, Monsieur Jaillet, 1, 2, 3. Bye. Ah, monsieur, oui, donc, Monsieur Jaillet, donc, parfait. Monsieur Terrien, donc, oui, parfait, Monsieur Terrien. Je peux vous voir, Monsieur Terrien? Monsieur Terrien. Oui, je peux voir votre visage? Non, pas de visage. Monsieur Lefebvre? Excusez-moi, ça va prendre quelques instants, donc... Ah, OK. Un petit peu, parfait. Tout le monde est là. Donc, Monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre, vous êtes là? Monsieur Oui, Lefebvre. je vous ai dit, je crois que j'ai un problème avec ma caméra. Oh, OK, parfait. Excusez. Oh, excusez. OK, parfait. Donc, bonjour à tous. Donc, Mademoiselle Rouabi, donc, comment allez-vous? Ça va bien? Bien, merci. Oui, parfait. Bon début de session pour tout le monde. Quand les travaux commencent à entrer un peu, j'imagine, donc ça va être un peu plus difficile. Donc, je tiens à vous dire au départ donc, de faire le test Forms, s'il vous plaît. Donc, votre contrôle de lecture a lieu la semaine prochaine, c'est-à-dire mercredi, donc le 30 septembre. Donc, j'ai envoyé le lien, vous avez juste qu'à cliquer sur le lien. Donc, d'une part, j'ai envoyé la procédure Forms, sinon j'ai envoyé un MIO avec donc le lien. Donc, vous cliquez sur le lien, donc et, théoriquement, ça vous amène directement sur le petit test bidon là, que j'ai demandé avec quelques questions d'histoire, une question même sur un personnage de Stranger Things, par exemple, donc parce que mon fils voulait absolument que je mette cette question-là dans le truc. Vous avez vu la série quand même? Oui, non, en tout cas, c'est quand même assez fantastique. C'est pour les enfants, mais c'est quand même, pour les enfants, ados, là, disons, on pourrait dire. C'est assez sympathique. Donc oui, j'ai seulement donc, une cinquantaine de personnes sur 150 là, qui ont fait le test. Donc, c'est quand même votre responsabilité. Si vous n'êtes pas capable de vous brancher pour le contrôle de lecture, ben, vous allez avoir 0 sur 6. Hein, donc, c'est le commencement de la session. Là. Donc, faites-le. Ça fonctionne théoriquement Monsieur? toujours. Oui. Ça, c'est sur Forms? Oui, exactement. Le lien, il se trouve où? Je l'ai envoyé par Mio. OK. Oui. Monsieur Marcabi? Okay. Oui, j'ai rien reçu. Ben, théoriquement, j'ai 50 personnes qui l'ont déjà fait, là, donc il devrait être, je l'ai envoyé donc par Mio. Je peux bien regarder là, quelques instants. Donc, moi aussi, je ne l'avais pas reçu, monsieur. Ouais. Je ne l'ai pas reçu. Impossible. Ceux qui l'ont fait, comment vous avez eu comment? Oui, bon, attendez un petit peu, là. Je veux dire, attendez un petit peu, je vais fermer ça. Donc, c'est qui m'a dit correct? Moi, je cherche dans les MIO, puis je vois pas... Non, mais il y a quelqu'un dans la classe qui a réussi à faire le test? C'est qui? Attendez un petit peu, je ne le vois pas, là. OK, monsieur, ouais, monsieur quoi, ouais, c'est cool. Ah, donc, vous avez reçu le MIO, vous avez fait le lien, puis ça marche. Monsieur
Monsieur Chouinard aussi, là, vous l'avez reçu, Monsieur Chouinard aussi? Ah ouais, je l'ai trouvé, Ben, monsieur. je viens de le trouver, là. Ah, OK, donc vous avez ça. Donc, j'ai envoyé à tous mes étudiants, donc tous les étudiants ont lu. Oh, je vais voir M. Perrien un instant. Désolé, monsieur. Ouais. C'est quand la date de limite pour remettre le test? Ben, il n'y a pas de date limite. Il faut le faire avant la semaine prochaine parce que là, si vous n'êtes pas capable de vous connecter à Forms, là, quand je vais envoyer le nouveau lien mercredi, donc genre vers midi, donc ça sera dans le cadre du cours, là, évidemment. Là, après ça, on aura un cours synchrone ensuite. J'en parlerai donc au prochain cours. Là. Et donc, je vais envoyer le lien. Ça va s'ouvrir donc à midi. Mettons, je dis 15 questions, 15 minutes. Donc, à midi 10, par exemple, donc ça va s'ouvrir. Et là, donc, vous allez cliquer dessus, pouf, ça va être ouvert. Soyez prêts, donc, mettons, ça commence à être 10, soyez prêts à être 10. Là. Ensuite de ça, ben, à 15, je mettrai peut-être une minute de plus, mettons, à 16, bien évidemment, le lien se ferme. Alors, donc, si vous n'avez pas été capable si vous n'avez pas fait le test avant, donc vous ne serez pas connecté, mais théoriquement, ça se fait relativement bien, n'est-ce pas, M. Kwan? Monsieur Malençon? Ah, ok. Parce que moi, je n'ai pas encore trouvé le test. Pour ça. Moi, je ne l'ai pas reçu, monsieur. Non, c'est impossible. Moi, je ne le trouve pas dans les milieux. Si vous voulez, je peux vous montrer mon Mio, là. Je ne l'ai pas, là. Ben, OK. À moins que je l'ai mis sur... Monsieur Kwan, c'est-tu par Mio? Est-ce que vous pouvez dire, est-ce que les personnes qui ont reçu le MIO peuvent dire la date qu'ils l'ont reçu? Comme ça, on peut facilement trouver. Le 10 septembre. Ok. Le 10 septembre. Ah, parfait. Donc, le 10 septembre, quand même. Donc, ça fait déjà plus de presque 3 semaines. Là, donc, Je l'ai trouvé finalement, le Mio. ben oui, je sais. Vous l'avez tous. Là. C'est sûr que vous l'avez tous. C'est marqué 360. 360, c'est ça? Office 365. Office 365, c'est toute la procédure comment se connecter, puis après, il y a le lien. C'est ça, voilà, évidemment. OK, parfait, merci. Alors donc, oui, donc faites-le, s'il vous plaît. Donc, quand même, c'est votre responsabilité. Je sais bien que les profs, on devrait utiliser toutes les mêmes plateformes. Là. Je sais que ce n'est pas le cas, que c'est Moodle, que c'est Forms, que c'est toutes sortes de trucs. Mais bon, il faut le faire. Alors donc, j'espère que, donc, comme je disais, vous avez passé un beau week-end. C'est magnifique, c'est l'automne. C'est la plus belle saison. C'est la saison du retour en classe. Alors, pour moi, c'est comme si j'étais toujours étudiant toute ma vie. Moi, j'étais toujours retour en classe à l'automne. Alors, donc, vous aviez un devoir à faire. Donc, je vais vous questionner donc, individuellement donc, sur le fameux donc, devoir que vous aviez donc, à faire, qui était somme toute assez simple quand même. Donc, c'était les pages 20 à 26 donc, du guide méthodologique. Donc, ce sont les questions sur les procédés. Il n'y a pas beaucoup de procédés. On commence avec des procédés lexicaux, des procédés faciles, la dénotation, la connotation, le champ lexical, les termes amélioratifs, péjoratifs, donc en tout ça, et quelques figures de style. Mais pour le premier travail, que ce soit sur la chanson de Roland ou même pour la première analyse sur, évidemment, donc en Tristan et Isolde, bien, vous avez quand même pas mal de trucs déjà dans ça pour faire une analyse convenable, évidemment, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir des tonnes de procédés extraordinaires. On peut se concentrer sur ces procédés-là et quand même réussir à faire donc, une belle analyse. Alors, donc, Monsieur Raymond, par exemple, vous allez bien, Monsieur Raymond? Très bien, vous-même? Oui, je vous remercie, oui. Alors donc, qu'est-ce que la dénotation? Donc, on est à la page 20, donc, première question. Donc, en dénotation et connotation, donc, vous allez voir tout ça dans votre guide, qui était la Bible, évidemment, donc le guide rouge, le guide littéraire, évidemment, qui est votre Bible, donc, pour la session. Et donc, il y avait donc l'explication de qu'est-ce que la dénotation. Et M. Raymond, c'est quoi donc la dénotation? La dénotation, c'est comme le sens premier d'un mot, d'une expression. Exactement, tout à fait, le sens que l'on retrouve dans le dictionnaire. Alors, quels seraient donc les effets? Donc, pourquoi, mettons, l'auteur voudrait donc avoir un lexique très, très précis? Alors, est-ce que vous avez vu quelques trucs autour de ça? Ben, peut-être pour comme décrire pour que le lecteur comprenne vraiment ce qu'il veut dire avec des termes plus précis. Exactement, la précision, le réalisme, bon, tout ça, c'est le but. Donc, l'idée, c'est pas juste de trouver est-ce que c'est... Non, mais pourquoi il utilise la dénotation? Mettons, vous travaillez sur un auteur comme Balzac, qui est un auteur un peu, donc, qui aime beaucoup la science, la précision, et là, votre idée secondaire, c'est ça, mettons, la science, donc Balzac. Et là, vous dites, bien, là, l'auteur ici utilise, donc, le champ, pas le champ, mais la dénotation de tel mot, parce qu'il veut être précis, il veut faire comprendre à son lecteur qu'au 19e siècle, tel mot voulait dire telle chose. Alors, donc, c'est toujours un peu dans ce but-là, donc, pour quels sont les procédés que l'auteur utilise pour monter une idée. L'idée, c'est vous qui allez la trouver, évidemment, que ce soit la guerre, la religion, n'importe quoi. Et là, donc, quels sont les procédés? Est-ce qu'il utilise
la dénotation ou la connotation ou bon, d'autres choses. Pour la connotation, maintenant, donc, c'est, par exemple, monsieur Méda. Donc, la connotation, par exemple, ce serait quoi? Merci, monsieur Raymond. Moi, j'ai compris que c'est genre comment l'auteur exprime en ces mots, genre le sens d'un mot. Oui, exactement. C'est un aspect subjectif à la connotation, donc c'est le sens figuré. Hein? Souvent, la connotation, pardon, ça va dépendre un peu ce qu'on appelle donc la communauté interprétative de l'individu. Hein? Ce n'est pas toujours la même chose pour tout le monde. Si je vous dis, par exemple, la connotation de la couleur rouge, certains vont dire, ben, c'est la passion, le désir, la Saint-Valentin. D'autres vont dire, ah non, pour moi, c'est la violence, le sang. Ah, d'autres, ils vont dire, non, pour moi, c'est le socialisme, parce qu'on vit dans un pays où avant, c'était le socialisme, puis machin. Ah, donc, la connotation, c'est toujours plus subjectif, dépendamment, évidemment, donc, hein, aussi du contexte et tout ça. Alors, donc, on commence avec le premier exercice. Je ne sais pas, mais M. Thibault, si je vous dis, donc, Ottawa, la capitale du Canada, est-ce que c'est la dénotation ou la connotation? La dénotation. Oui, tout à fait, parce que si on cherche dans le dictionnaire Ottawa, bien évidemment, on va voir la capitale donc, du Canada. C'est donc là, il n'y a pas de sens figuré là-dedans, il n'y a pas de subjectivité, c'est tel quel comme dans un dictionnaire. Si je dis par exemple Paris, ville lumière, donc M. Banks. Connotation. Oui, exactement, parce que sinon, ça aurait été marqué Paris, capitale de la France, population de machin, d'habitants, bon, truc comme ça. Ici, on dit ville lumière, à cause évidemment donc des philosophes, hein, des Lumières, philosophes donc du 18e siècle, ceux qu'on appelle donc les philosophes des Lumières. Si on dit donc la Sicile, donc M. Marcabi, par exemple, je dis la Sicile, une île italienne. Est-ce que ça serait dénotation ou connotation? Dénotation. Exactement, tout à fait, parce qu'effectivement, la Sicile, donc c'est une des îles italiennes. Si je dis par exemple M. Balendran, si je dis par exemple Rome, toute la chaleur de l'Italie. Une connotation? Tout à fait, exactement. Donc, hein, pour certains, ça connote ça. Pour d'autres, moi, ça serait César, je ne sais pas, donc les empereurs, bon, le Colisée, bon, ça dépend toujours. Hiroshima, donc la bêtise et la folie des hommes, par exemple, M. Rivard. Ah, oui, votre micro n'est pas allumé. Ah, j'ai mis une connotation. Oui, c'est parfait, exactement. Oui, c'est assez simple quand même. L'idée, c'est pas là, il pourrait y avoir, comme dans la chanson de Roland, des termes péjoratifs ou des termes amélioratifs parce qu'il est en train de vanter son épée, donc il va personnifier son épée, il va donc utiliser des adjectifs qualificatifs ou des termes amélioratifs pour dire comme elle est belle, elle est grande, elle est puissante, bon, tout ça. Donc, il y a toujours ces... Alors donc, le procédé sert à exprimer donc l'idée que vous avez donc trouvé dans votre truc. Alors, par exemple, si je dis donc le Centre Bell, donc mademoiselle, donc Ide, donc le Centre Bell, la dénotation, ce serait quoi? Mais c'est une place, non? La Centre Bell. Oui, exactement. Oui, c'est un édifice. Et connotation, je ne sais pas, comme c'est une place pour faire les concerts, donc j'ai écrit joie. Oui, c'est bon, ce serait parfait. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres personnages, le Centre Bell, la connotation, là, pour des commandes, c'est pas... Le temple du hockey. Oui, le temple du hockey, exactement. Donc, quand les Canadiens de Montréal, le Centre Bell, donc, hein, et pour ceux qui connaissent moins le hockey, ben, c'est une salle de spectacle, la musique, la joie, bon, peu importe, donc, tout ça. Madonna, donc, la dénotation, donc, Mademoiselle l'Église, donc, Madonna, ce serait... Une chanteuse. Oui, chanteuse pop, bon machin, actrice, bon, peu importe, tout ça. Parce que je pense qu'elle a déjà fait un film, bon, un truc comme ça. Et la connotation? Bah, ce que j'ai trouvé, c'est comme son surnom, on peut dire. C'était la Madone. Oui, il y a plusieurs. C'est ça, il y a la question même de sexe symbole. À une certaine époque, c'était quand même un sexe symbole, Madonna, bon, tout ça. Pour d'autres, évidemment, donc, quand ça peut être le contraire, c'est la vulgarité. Dans la connotation, pour moi, mettons, de Madonna, je pourrais dire, ben là, c'est une femme qui est à moitié nue sur scène, bon, des trucs comme ça, donc ça serait, pour moi, plus vulgaire. Donc, ça dépend toujours de notre communauté interprétative, donc il y a toujours une possibilité d'avoir pas la même... La dénotation, c'est toujours la même chose, mais la connotation, c'est toujours un peu subjectif. Charlemagne, non, pas la ville ici, s'il vous plaît. Monsieur Abdallah. Monsieur Abdallah, oui. Monsieur, moi, j'ai pas encore le guide. OK. J'avais pas le devoir, c'est pour ça. Je suis en train de chercher, mais je le trouve pas. Le guide, il faut l'acheter à coop, hein? Ouais. J'ai cherché sur... OK, mais si je vous dis, par exemple, donc, la dénotation du mot Charlemagne.
Qu'est-ce que Oui. ça... Pardon? Oui, pardon? Oui, donc la dénotation du mot Charlemagne. Oui. Ce serait quoi? Euh, Ouais, ok. je comprends pas la question, c'est pour ça. Ouais, parce que non, c'est correct, on vous ferait... J'ai compris c'est quoi dénotation et l'autre, mais je comprends pas ce que la question. Donc, la dénotation, c'est le sens propre d'un mot. Alors, donc, si on trouve Charlemagne dans le dictionnaire, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ah ouais, comme c'est un roi, c'est le roi. Un empereur, donc c'est exactement. Donc, empereur français de la dynastie. Quelle dynastie, donc? Ouais. Mais tout le monde ensemble, quelle dynastie? Donc, notre ami Charlemagne? Carolingiens. Oui, merci, M. Raymond. Donc, les Carolingiens. Donc, qu'est-ce que ça pourrait connoter? Merci, M. Abdallah. Donc, la connotation, M. Thibault, Charlemagne, ça pourrait connoter quoi? Ben, ça m'est rien venu, je sais pas. Voyons donc, la conquête, c'est le grand Charlemagne. Certains pourraient dire l'école, parce que c'est une fameuse comptine, mais on sait que c'est pas lui, mais quand même. Donc, alors donc oui, bon, c'est de la conquête, c'est de la puissance, c'est l'empire de Charlemagne. Bon. T'aurais été dire Charles le Grand, comme son surnom, Charles le Grand. C'est son surnom. Oui, exactement. Charles le Magnanime, le Grand qu'on l'appelait aussi. Oui, tout à fait. On pourrait voir ça comme connotation, ça serait possible aussi. Là. Dimanche. Donc, je ne sais pas, donc, M. Demers. Oui, ben, dimanche, comme dénotation, ce serait un jour de la semaine. Exactement, parfait. Puis on peut dire, je me rappelle plus, je sais, dans le chrétien, c'est une journée de repos. Fait que c'est comme avant, les magasins étaient fermés le dimanche. Fait que c'est une journée de pause d'une façon. On disait même, c'est la journée du Seigneur. Ouais, ok. On allait à l'église le dimanche, genre un truc comme ça. Pour ceux qui ne sont pas croyants, ben, le dimanche, c'est une journée de repos. On pourrait dire, le dimanche, on relaxe, journée de repos, bon machin, un truc comme ça. Rouge maintenant, donc, la dénotation, donc, M. Krassakopoulos. Ben, c'est une couleur. Exactement, couleur primaire, machin, un truc comme ça. Et la connotation, pardon? Moi, je m'y colère. Exactement. Donc, colère, certains pourraient dire amour. Moi j'associe plus à l'amour, mais bon, c'est autre chose. Donc, colère, amour, évidemment, donc socialisme, donc, peu importe, les partis des travailleurs avec le drapeau rouge, on voyait ça à la Révolution, juste à la Révolution de 1830 avec la Seconde République, donc les drapeaux rouges, bon, tout ça. Alors, donc, voilà, c'est assez simple quand même comme premier procédé, dénotation, connotation. Le but, c'est pas juste de trouver les mots comme ça, mais de dire c'est quoi qu'il veut montrer, donc, le personnage. Je veux montrer que, je sais pas, donc, il déteste, par exemple, donc, tel individu, ben, il va parler en termes, donc, non, je donne dans le péjoratif. On veut montrer donc vraiment la précision, donc la dénotation, ou sinon le sens plus figuré, donc la connotation. Ça va pour ça, donc c'est assez simple quand même. Bon. Maintenant, donc les noms mélioratifs et péjoratifs, donc que l'on trouve à la page 44 et 45 donc, de votre guide littéraire. Donc, on parle aussi de lexique donc appréciatif ou dépréciatif, mais c'est la même chose, donc quand même, c'est pour ça ici que bon, c'est indiqué dans les trucs. Alors donc, ici, donc, un très bel extrait donc, du Père Goriot. C'est un roman donc, d'Honoré de Balzac que vous lirez peut-être si vous avez la malchance donc, de m'avoir encore en 102, évidemment. Alors, donc, c'est vraiment un très, très beau roman qui fait 350 pages, dont les 50 premières pages sont des pages juste de description. C'est tout pour que mes élèves me détestent au début parce que c'est un magnifique roman exceptionnel. Donc, évidemment, Balzac, c'est mon romancier préféré là, quand même. Et donc, c'est le jeune Rastignac, donc, qui arrive à Paris. Donc, c'est un noble, donc, il s'appelle Eugène de Rastignac, donc, il a donc la particule. Mais à la Révolution française, vous savez qu'il y a beaucoup de nobles qui vont perdre la tête et qui vont perdre aussi beaucoup de sous. Donc, Rastignac, il vient d'une famille de la noblesse, mais de la noblesse appauvrie. Donc, il reste un château, le château des Rastignac, donc, à Angoulême, donc, dans le centre de la France, bon, machin, truc comme ça. Et donc, il arrive à Paris. Et là, mettons, la question, ça serait peut-être votre idée secondaire serait de montrer que, évidemment, donc, les lieux dans lesquels les personnages vivent, ben, illustrent un peu, donc, leur classe sociale. Donc, mettons, c'est votre idée. Alors, donc, vous dites, ben, OK, bon, l'auteur utilise ici, par exemple, donc, les termes, donc, mais
péjoratif pour montrer donc que la pension Vauquier est un endroit vraiment donc où les classes sociales c'est des gens pauvres qui demeurent là, bon machin, truc comme ça. Donc, je ne sais pas, donc, mademoiselle Medjou, est-ce que vous avez, donc, pouvez-vous m'identifier, donc, en quelques termes péjoratifs, donc, ou dépréciatifs, dans le premier passage ici, donc, qui est magnifique, là? Oui, moi, je trouvais, ça sent le renfermé. Je oui. trouvais que c'est Oui, tout à fait, oui. Je dis les autres ou juste aussi le moisi. Oui. La ronce. Oui, le rance, exactement. C'est comme le pourri. Pardon, un peu, le rang. Le service, ça pue le service. Oui. L'office, l'hospice et nauséabonde. Oui, nauséabonde, catarrhale aussi, qui vient un truc d'une maladie, le catarrhale. Donc, oui, effectivement. Donc, si, donc, on aurait pu aussi, parce que des fois, on peut mettre en contexte, même le terme froid pourrait être ici, dans ce contexte-ci, donc un terme donc, péjoratif, donc quand il fait froid, bon, tout ça. Mais évidemment, c'est magnifique. Oui, donc, c'est Balzac qui va décrire donc, cette pièce. Donc, il dit, cette première pièce exhale une odeur sans nom dans la langue et qu'il faudrait appeler l'odeur de pension. Donc, ici même, le terme pension pourrait être vu péjorativement. Elle sent le renfermé, le moisi, le rance. Donc, elle donne froid, elle est humide au nez, elle pénètre les vêtements, elle a le goût d'une salle où l'on a dîné, elle pue le service, l'office, l'hospice. C'est une magnifique gradation donc, pour montrer donc, ce lieu donc, enterré, donc service, office, hospice. Donc, peut-être pourrait-elle être en décrire si on inventait un procédé pour évaluer les quantités élémentaires et nauséabondes qui jettent les atmosphères catarrhales et sui generis, donc générées donc, par chacun des pensionnaires jeunes ou vieux. Donc, voilà pour les termes donc, dépréciatifs qui pourraient montrer que justement, donc, c'est un lieu très sombre, très pauvre, où les classes sociales, donc les gens qui y vivent sont appauvris, bon, genre un truc comme ça. Donc, les procédés, c'est toujours pour donc, montrer, évidemment, donc, une idée. Balzac a un message à montrer que c'est un lieu vraiment dégueu, un lieu où on n'aimerait pas vivre. Alors, il utilise donc plusieurs procédés, notamment donc des gradations, notamment des énumérations et notamment donc les termes péjoratifs ici pour montrer que c'est un lieu donc terrible. Alors, donc, l'idée, c'est toujours de montrer donc par quel procédé l'auteur fait-il passer son message. Un autre extrait donc, du Père Goriot, c'est justement le jeune Rastignac. On va le décrire donc, brièvement ici. Donc, le jeune Rastignac donc, avait un visage tout méridional. Donc, le teint blanc, les cheveux noirs, les yeux bleus, sa tournure, ses manières, sa pose habituelle dénotait. Donc, ici, donc, l'utilisation même du terme dénoter. Alors, si vous voyez ça dans un texte, c'est sûr que la dénotation, elle est là, elle est même mentionnée par l'auteur, évidemment. Donc, le fils d'une famille noble, donc, où l'éducation première n'avait comporté que des traditions de bon goût. S'il était ménagé de ses habits, si les jours ordinaires et achevait d'user les vêtements de l'an passé. Néanmoins, il pouvait sortir quelquefois mis comme lait un jeune homme élégant. Ordinairement, il portait une vieille redingote, un mauvais gilet, la méchante cravate noire flétrie, mal nouée de l'étudiant, un pantalon à l'avenant et des bottes ressemelées. Alors donc ici, ça serait montré en quoi, votre idée secondaire, ça serait, là ici, on peut voir que Rastignac donc, est à la fois noble, mais aussi donc, il est donc de la noblesse appauvrie. Alors donc là, vous pourriez dire qu'il y a des termes mélioratif. Donc, pouvez-vous me nommer quelques termes mélioratifs donc, dans le passage? Mademoiselle l'Église, peut-être, si ça ne vous dérange pas? Donc, dans amélioratif, j'ai mis ses manières, sa pose habituelle. Il notait le fils d'une famille noble. L'éducation première n'avait comporté que des traditions de bon goût. Exactement. Mais on pourrait ajouter même habit, donc ici, parce que des fois, on peut contextualiser les termes. Comme ici, donc, dans le contexte blanc, ici, donc, il est donc amélioratif, on pourrait dire quand même. Mais dans un autre contexte, le blanc pourrait être péjoratif. Et inversement, le noir, dans un contexte, pourrait être amélioratif et dans un autre contexte, péjoratif. Donc, même chose pour donc, bleu. Par exemple, les yeux bleus, bon, peu importe dans tout ça. Donc, ici, on voit qu'il a donc des termes amélioratif pour montrer qu'il appartient à une classe sociale de la noblesse, il a une bonne éducation, bon machin, mais on pourrait dire qu'il est aussi pauvre parce qu'il y a des termes péjoratifs qui montrent donc qu'il est un étudiant appauvri. Par exemple, donc vieille, donc mauvais, méchante, flétrie, donc à l'avenant, donc ressemelée. Donc c'est déjà, et Balzac donc montre très bien tout cela parce qu'on voit donc on parle de sa noblesse et justement donc le fait qu'il porte donc des bottes ressemelées et
il montre qu'évidemment, donc, il n'est pas riche, hein, donc il a fait ressemeler ses bottes, il ne les a pas changées donc, complètement. Alors, voilà pour ces termes, donc assez simple ici quand même. Un autre très, très beau passage ici, donc, c'est un passage du jeune donc, Isidore Ducasse, donc, qui s'est surnommé donc, le comte de Lautréamont. Donc, c'est un auteur donc, de la fin du 19e siècle. C'est magnifique, vraiment, son œuvre, c'est très, très particulier. Il est mort à 23 ans. Il n'a écrit qu'une œuvre comme celle-ci qui s'appelle Les Chants de Maldoror. Et il écrivait donc tous les chants, donc il y a 9 chants, je pense, et donc avec son piano. Donc, c'est vraiment donc, dans l'idée des chants homériques, dans le fond, Homère, bon, machin, donc tout ça. Et donc, c'est vraiment, j'aurais donné, il y a quelques années, j'aurais donné ma vie pour écrire Les Chants de Maldoror. C'est vraiment une œuvre très, très particulière. C'est pas vraiment, je n'ai pas travaillé là-dessus à la maîtrise au doctorat. C'est vraiment qui fait un peu l'apologie, beaucoup l'apologie de la cruauté. C'est Satan qui descend sur terre, l'ange déchu. Mais l'écriture de Lautréamont, elle est magnifique. C'est vraiment exceptionnel. Vous avez un très, très beau passage ici, donc, qui vante les mathématiques. Donc, Lautréamont, c'est ça. Donc, son travail musical est très, très mathématique, même si, inévitablement, il fait de la littérature, des trucs comme ça. Alors, ici, il y a plusieurs termes amélioratifs. Donc, je ne sais pas qui pourrait me nommer, donc Mademoiselle Sumaoro. Pouvez-vous me nommer donc quelques termes amélioratifs donc, dans ce magnifique passage? Qui a fait savante leçon. Oui, on peut juste, théoriquement, savante, là, c'est le terme, on peut les mettre Ok, mais je pensais que. Okay. Non, c'est ça, mais c'est correct aussi, c'est pas de problème. Là. Il parlait de quelque chose qui était doux, plus doux que le miel. Oui, douce, exactement. Onde rafraîchissante. Oui, très bien. J'essaie de lire ce que j'ai écrit. Logique impeccable. Sacré, solennel, fidèle, bon, tous ces trucs-là, évidemment. Donc, la clarté, fortifiant. Donc, elle dit « Ô mathématiques sévères, je ne vous ai pas oublié depuis que vos savantes leçons, plus douces que le miel, filtrèrent dans mon cœur comme une onde rafraîchissante. » C'est magnifique, là, sérieux. Je ne sais pas, mais il faut être sensible à la littérature. C'est vraiment, vraiment très, très beau. Il va vanter dans tout ça. Et donc, il y a quelques termes péjoratifs. Alors, évidemment, donc, l'idée, ça serait de montrer que Lautréamont fait l'apologie de la science. Comment? Avec des termes amélioratifs. Et qui fait aussi, par des termes, disons, péjoratifs, qui montrent que ceux qui n'aiment pas la science sont des insensés. Hein, parce qu'il va utiliser les termes, donc, insensés, justement. Donc, le mépris aveugle, l'insouciance ignorante, le supplice, bon, machin. Alors, donc, il y aurait deux idées faciles à montrer. Le fait qu'il fait l'apologie de la science et le fait, ou des mathématiques, et le fait que ceux qui ne maîtrisent pas les maths, un peu comme moi, sont des idiots. C'est un peu ce qu'il va dire. Alors, donc, voilà pour ceci. Alors, je vous invite quand même à lire donc, Les Chants de Maldoror, mais c'est une lecture très, très difficile quand même. Donc, c'est vraiment très, très particulier. Mais c'est beau, il faut se laisser bercer par ça. Donc, il y a des livres audio aussi. Je ne sais pas si vous aimez beaucoup les livres audio. Là. Moi, j'ai tout le temps, depuis je fais de la vaisselle, je mets un Balzac ou un Sherlock Holmes. Ou, bon, c'est sûr que des fois, mon fils, il pète les plombs, mais c'est quand même assez... donc, vous pouvez aussi, donc, quand vous procurez des livres audio, pour ceux qui ont de la difficulté aussi, parce que le français, ce n'est pas nécessairement votre première langue ou peu importe, donc, vous mettez votre livre audio et vous pouvez lire donc, en même temps. Donc, ça facilite beaucoup donc, les choses. Maintenant, donc, le champ lexical, donc, en page 42, évidemment, donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire, évidemment, donc, sur le champ lexical, ce sont des procédés lexicaux. Donc, on appelle un champ lexical l'ensemble des mots qui, dans un texte, renvoient à une même réalité, à un même thème ou à une même idée. Alors, évidemment, donc, quand ça, c'est un procédé facile. Dans Chanson de Roland, on parle de la guerre. Bien, évidemment, c'est sûr qu'il y a le champ lexical de la guerre. Fait que ça, c'est un procédé facile à identifier. Il faut donc montrer aussi quels effets donc, ça peut en produire, ce qui est important, évidemment. Donc, bon, tout ça. Alors, donc, ici, on avait Fêlure, donc j'ai souligné les termes, là, bon, précisément. Donc, ça aussi, c'est vraiment un magnifique roman, donc le roman de Zola, donc Émile Zola, donc un écrivain donc, du 19e siècle, qui a un peu copié Balzac. Balzac a écrit La Comédie humaine, c'est 93 romans dont les personnages reviennent d'un roman à l'autre. Zola, donc, il s'est dit, ben là, moi, je vais faire un peu la même chose, là, parce que Balzac, c'est le modèle de tout le monde. Alors, il va dire, je vais écrire Les Rougon-Macquart, c'est 20 volumes, c'est l'histoire, donc, de deux familles, les Rougon, les Macquart, sous le Second Empire. Le Second Empire, c'est qui, donc, qui a mis ça en place, le Second Empire? Juste pour le fun. M. Chouinard, avez-vous une petite idée? Ou... Napoléon. Oui, M. Raymond, très bien. Donc, Napoléon lequel?
Le premier. Non, Napoléon, c'était l'Empire, donc en 1799. Le Second Empire, c'est Napoléon III, donc son neveu, évidemment. Donc, et donc, ça se passe sous le Second Empire. Et lui, Zola s'intéresse beaucoup donc, à l'hérédité. Donc, Balzac, lui, c'est l'influence du milieu, parce qu'il est comme issu du 18e siècle, l'anatomie comparée, machin. Et chez Zola, c'est vraiment l'influence du milieu. On est proche de Darwin, là, qui arrive dans les gènes, on commence à travailler un peu là-dessus. Et lui, il travaille sur l'hérédité de l'alcoolisme et de la violence. C'est assez terrible, mais c'est vraiment, donc, et d'où le titre, donc la bête humaine, qui est un titre magnifique, évidemment, qui est un oxymore, dans le fond, ici, l'humain versus la bête. Alors, donc, c'est ce qu'on veut voir. Donc, ici, je ne sais pas, donc, vous trouvez à quel champ lexical ce serait quoi le champ lexical, donc avec les mots fêlure, mauvaise, crise, enragé, gâté, empoisonnement, bon. Quelqu'un a une idée? Ouais, vous pouvez parler sans que je vous nomme, là. Monsieur Suarez. Moi, j'avais dit que la fin amène à la folie, mais ça a l'air plus comme ça, moi, à la folie. Oui, donc la maladie mentale, la folie, exactement, c'est très bien, c'est parfait, c'est exactement ça. On a des cassures, bon, ça, c'est vraiment donc l'idée, le sang qui est gâté, donc ici de l'hérédité, donc qui est à travers tout ça. L'autre, évidemment, ici, donc, c'est un extrait donc, de l'Odyssée, c'est le massacre des prétendants, vous l'avez donc dans votre recueil de textes. Ulysse avait donc tiré, flèche, frappé, culbutaire, pointe, tombé, sang. Alors, évidemment, ici, on aurait, comme champ lexical. Pardon? Le combat de la guerre. Oui, on pourrait mettre ici, la guerre, ce serait plus quand même l'autre, on le verra tantôt, c'est vraiment plus précis. Ici, donc, on pourrait mettre combat, la mort, par exemple, parce qu'il y a du sang, bon, un truc comme ça. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un champ lexical précis, mais il faut que ça englobe, évidemment, donc, en tous les mots. Et lorsque vous nommez le champ lexical, évidemment, donc, théoriquement, vous dites le champ lexical de la guerre, mais dans les mots qui suivent, guerre ne devrait pas apparaître. Parce que guerre, c'est comme celui qui englobe tous les autres mots. Alors, vous direz, on peut le constater par la présence du champ lexical de la guerre composé des mots, et là, ici, c'est le prochain exemple, armée, trompette, tambour, canon, mais pas guerre. Donc, on n'a pas guerre dans le champ lexical de la guerre parce qu'on nomme le champ comme ça. Donc, c'est d'autres mots qui résument donc à tout ceci. Alors, donc, le prochain, c'était donc le champ lexical de la guerre. C'est tiré d'une œuvre magnifique que je fais lire habituellement. Bon, vous êtes exempté, malheureusement, de lire Voltaire, qui est un auteur vraiment exceptionnel. Habituellement, donc, quand je le mets toujours en fin de session. Évidemment, donc, bon, c'est comme ça, la session est un peu particulière. Donc, alors bon. Autre poème, donc, magnifique ici, donc, un poème, donc, d'Alphonse de Lamartine. Donc, Lamartine, qui est un romancier français, donc, un poète français du 19e siècle. Chef de file du courant romantique. Donc, ici, le romantisme, c'est vraiment quelque chose qu'on le voit, donc c'est la solitude. Donc, ici, c'est un poème qui s'intitule « J'ai marqué l'isolement ». Je ne sais pas pourquoi j'avais en tête, je l'ai fait de mémoire. Mais c'est le lac. Donc, je m'excuse, vous pouvez donc barrer ici. Donc, l'isolement, ce poème, ces vers-là appartiennent au lac de Lamartine. Je suis désolé pour le truc. Alors, donc, l'histoire d'amour entre Julie Charles et Alphonse de Lamartine, c'est le symbole donc du romantisme français. C'est une histoire d'amour qui se termine mal. Donc, il rencontre Julie Charles à l'été 1818, si je ne m'abuse. Et donc, ils passent un été ensemble, près du lac, donc en Suisse, un magnifique lac et tout. Et donc, la jeune fille, dans l'hiver, va mourir. Donc c'est une histoire, tu sais, le romantisme, c'est ça. C'est une histoire d'amour qui ne fonctionne jamais. Alors, donc, il va rencontrer cette femme-là et il retourne, donc, l'été suivant, donc, au bord du même lac. Et là, il va s'adresser au lac en pleurant, donc, bon, machin. Nietzsche disait de Lamartine qu'il était le cygne larmoyant. C'est très triste, du Lamartine. La nature est très, très présente. Alors, évidemment, ici, lac, rocher, grotte, forêt, donc orage, coteau, sapin. Alors, donc, le champ lexical, ici, ce serait le champ lexical de la... Monsieur Diallo? C'est lac de la nature. Oui, très bien, exactement. Une grande caractéristique donc du romantisme, évidemment. Donc, quand les romantiques vouent un culte à la nature, on appelle ça même le culte de la nature, évidemment. Donc, toujours très, très présent. Alors, donc, vous voyez déjà, si vous savez donc qu'il y a un poème romantique, c'est presque inévitable qu'il y aura un champ lexical de la nature. Donc, parce que si vous connaissez vos caractéristiques, bon, tout ça. C'est pour ça qu'il faut garder vos notes de cours de 101, 102, 103, parce qu'à l'épreuve uniforme, si vous reconnaissez le poème, vous dites, ben, ça, c'est romantique au bout, alors inévitablement, bon truc, bon. Alors, ça peut vous aider. Alors, donc, d'autres éléments faciles. Épaules, bras, musclés, squelettiques, jambes, tête et mains font partie du champ lexical. Monsieur Rivard?
C'est le corps humain. Oui, exactement, très bien. Donc, apprendre, culture, humanisme, sciences, érudit. Donc, monsieur Kwan. Comment vous dites? OK, moi j'aurais mis davantage le savoir, la connaissance, parce qu'on a ici donc la culture, apprendre, l'humanisme, sciences, érudit. Donc, ça serait plus donc ici le savoir, la connaissance, en tout ça. Les termes spectre, effrayé, immatériel, revenant, esprit, ce serait donc quel champ lexical, ça? J'ai mis le paranormal. Oui, paranormal, c'est bon, donc c'est parfait. Donc, bon. Sinon, prochain, donc, ski, patin, hockey, rondelle, skieuse, descente et glisse. Sport. Oui, ben, plus précisément. L'hiver. Oui, sport d'hiver, exactement. Donc, les sports d'hiver. J'ai-tu. J'ai plein de gens qui tentent de rentrer. Donc, M. Verwood, ça va. On va essayer d'arriver à l'heure parce que des fois, je suis comme pas. Quand je parle, je vois plus l'écran avec la salle d'attente et les machins, là. Et on va dire ouais. Là, on va dire le Wabi était déjà là. Puis OK, donc voilà. Maintenant, donc, on poursuit. Donc, c'est assez simple, vous voyez, donc, c'est pas compliqué, mais ce sont des procédés donc faciles à utiliser. Donc, vous pouvez toujours ramener dans ces éléments-là. Alors maintenant, en ce qui concerne donc les exercices sur les figures de style, donc en page 24, alors donc assez facile aussi, donc il faut donc dans les textes les retrouver, mais vous n'êtes pas obligé toujours d'avoir des figures de style très, très complexes. De temps en temps, ça peut être des comparaisons, c'est toujours important, les énumérations, les hyperboles, ça se trouve facilement, surtout dans les textes, là, sur les premiers textes sur lesquels on va travailler, on s'entend que c'est quand même assez simple. Alors donc, qu'est-ce qu'une figure d'analogie ou de ressemblance, puis quels sont les effets? Alors donc, je vous écoute, évidemment, donc moi, je ne corrige pas ça, je corrige, mais c'est bon, je vous laisse parler un peu. Donc, allez voir donc, aux pages 88, donc, et dans 88 et 91. Alors, donc, il y a plusieurs figures d'analogie. Ici, on parle de métaphore, comparaison, personnification, allégorie. Alors, donc, c'est quoi le but donc, de ces figures-là d'analogie? Mademoiselle Hid. Oui, moi j'ai écrit que c'est l'union de deux éléments comportant une caractéristique commune. Oui, c'est bien, parfait, exactement. Et quel serait, bon, en gros, on pourrait dire ça, évidemment, mais vous pouvez donc en préciser donc, à toutes les autres, évidemment. Donc, et quels seraient donc les effets de sens possibles? N'oubliez pas que c'est ce qui est important de voir dans le petit encadré jaune pour toutes les figures de style, tous les procédés. Vous voyez, donc il y a un petit encadré jaune. Là. Donc, ce sont les effets. Effets de sens possibles. Alors, si je prends métaphore, OK, donc créer des images surprenantes, donc grâce à l'absence de l'outil comparatif. Donc, évidemment, dans vos analyses, vous ne me copiez pas ça tel quel. Okay, on s'entend, là. Je veux dire, bon, vous pouvez vous inspirer de cela, donc créer des images, bon, créer un raccourci, mais vous ne copiez pas les phrases telles quelles. C'est du plagiat. Si vous devez donc reprendre donc des phrases telles quelles, parce que vous ne savez pas comment, évidemment, donc en dire le truc, bien, idéalement, vous mettez monsieur, donc, oui, monsieur Lefebvre, c'est bon. Monsieur Verdoud, je peux voir votre caméra, si je peux vous voir à l'écran, s'il vous plaît. Alors donc, si vous devez copier une phrase telle quelle, vous mettez entre guillemets et vous mettez la référence dans le bas de la page en disant donc Carole Pilote, guide littéraire, et machin, page 89. Alors, évidemment, ça, il n'y a pas de problème. Sinon, vous faites gaffe. Donc, vous essayez donc de paraphraser, entre guillemets, vous changez les mots, essayez donc de vous approprier une formule donc, pour le dire, mais donc, essayez de ne copier pas, évidemment, donc, en tel quel. Alors, donc, créer des images surprenantes, rendre une notion abstraite plus concrète, par exemple, la personnification, dégage une force en plus persuasive, comme l'allégorie. Donc, tous ces effets-là, évidemment, donc, sont importants. Alors donc, le premier exemple, donc avec quelle rigueur, destin, donc ici, destin, tu me poursuis. Alors, quelle figure de style ce serait ça, M. Balendram, selon vous? Moi, je dirais que c'est personnification. Oui, c'est sûr que l'allégorie et la personnification sont ces deux figures très, très proches. Évidemment, même si vous vous trompez dans un texte en disant c'est une allégorie ou une personnification, c'est pas plus grave que ça. C'est pas que si vous me disiez c'est une antithèse quand c'est une personnification. On s'entend, quand ce sont des mêmes figures, c'est pas si grave.
évidemment, s'il y a une comparaison et une métaphore, bien, je veux que vous identifiez quand même la comparaison et la métaphore. Mais ici, donc, moi, ce serait plutôt une allégorie parce que lorsque vous voyez donc le terme avec une lettre majuscule, l'auteur, même ça aussi, l'auteur, il précise, il met une majuscule donc au destin. Donc, le destin ici qui est vraiment donc cette idée. Ah bon. Mais on pourrait dire facilement une personnification aussi parce qu'il y a l'idée donc de poursuivre, le destin ne peut pas, bon, en caractéristiques humaines appliquées donc au destin. Alors, donc, ça va. Monsieur, donc, Sahari, est-ce que vous avez donc, on dit donc des palais romains, le front donc audacieux? Est-ce que c'est. Comment on appelle ça? Énumération? Non, là, on est vraiment seulement dans les figures d'analogie ici. Donc, je les ai marquées en parenthèse, métaphore, comparaison. Alors, donc, monsieur Raymond, qu'est-ce que vous dites de ça, vous? Ben, j'étais pas sûr, mais j'avais une idée d'aller avec la personnification, avec le front. Oh, oui, c'est parfait. C'est bien. C'est une personnification, exactement. Donc, le front audacieux, évidemment, donc des palais. Donc, un poème donc, de Joachim du Bellay, un des amis donc, de celui qu'on surnommait le prince des poètes. On en a parlé un peu donc, au dernier cours. C'était qui dans le prince des poètes? Le premier poète de la cour, à la cour donc, de François Ier. C'est lui qui a écrit le poème « Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose ». Voltaire, oui. Oui, Ronsard, exactement. Donc, un Ronsard. Alors donc, ici facile, donc vous êtes toujours belle, gaie, éclatante, telle que vous étiez dans les plus beaux jours où je vous ai vu. C'est ce que je répète toujours à mon épouse. Histoire de me faire pardonner, là, mais... Alors donc, oui, ici... je ne sais pas, donc, Mademoiselle Camara. Oh, ça a coupé le son, je m'excuse. Ah, OK, problème de micro. Comparaison? Ouais, on ne vous entend pas malheureusement, le son il coupe. Est-ce que là, vous m'entendez? Ah, très bien, exactement. Alors, qu'est-ce que vous avez écrit? J'ai marqué comparaison. Oui, très bien. Donc, tel que vous étiez, donc, on va comparer donc, deux éléments, un comparé, un comparant. Donc, vous étiez en tel que. Donc, j'ai peur d'un baiser comme d'une abeille. Ici, facile. Comparaison. Oui, comparaison, exactement, tout à fait. Il y a le comme, donc, c'est bon. En effet, il, donc si j'ai mis en parenthèse amour avec un A majuscule, donc attaque Yvain en le frappant au cœur par les yeux. Donc on pourrait dire effectivement que c'est une personnification. Il attaque, donc bon, tout ça, mais en demeure pas moins que vu que, comme je disais, donc quand le mot a une majuscule, habituellement, on penche plus vers l'allégorie. Donc ici, donc ça serait une allégorie donc de l'amour. Oui, bon, celle-ci, je vais l'enlever, mesdames, est un peu. C'est Molière, là, mais. Donc, le F, donc, la femme est en effet le potage de l'homme. Une métaphore. Une métaphore, exactement. Donc, tout à fait, on va comparer donc, la femme donc, au potage de l'homme. Moi, je vais l'enlever. C'est un peu moche, celle-ci, quand même. Mais, bon. Mais il faut se replonger dans une certaine époque. Oui. Monsieur, ça va. Alors, donc, ça, c'est l'histoire de ma vie. Donc, ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage. non, je plaisante. J'ai une super belle jeunesse. Mais donc, ça serait quelle figure de style, ça? Une métaphore encore? Oui, métaphore. Donc, ma jeunesse, elle est comparée à quoi? Ben, un ténébreux orage. Donc, c'est pour ça que lorsque vous allez faire vos analyses, je ne veux pas que vous me disiez, OK, il y a une métaphore. Je veux vous dire, OK, dans le passage précédent, il y a une métaphore. C'est la suivante. Vous pouvez répéter donc la métaphore. L'auteur compare ici donc la jeunesse du personnage avec un orage. Et là, quels effets ça produit, évidemment. Donc, ça crée une image plus rapide. Ça crée donc un tel truc. Alors, vous avez vos effets. Alors, donc, c'est là-dessus que vous regardez. Maintenant, donc, les figures d'amplification. Est-ce qu'on avait terminé? Non, il restait donc ici France. Donc, la mère des arts, des armes et des lois. Alors, ici, donc, vous allez me dire que France, ça prend toujours un F majuscule, effectivement. Là. Mais ici, donc, perso ou allégorie, donc théoriquement, donc davantage une allégorie. On prend donc un élément abstrait, qu'on pourrait dire, donc la France dans son ensemble, et on met un élément concret, la mer. Donc, elle est la mer, donc de ça. Alors voilà pour ça. Donc, ça se fait en figure, donc
facile à identifier, comparaison, métaphore, il y en a à peu près donc, dans tous les textes, évidemment, donc, hein, sur lesquels vous aurez donc à travailler. Alors, monsieur Verdoud, est-ce que vous êtes là? Il est toujours en connexion avec l'audio. OK, parfait. Oui, bon. OK, donc maintenant, qu'est-ce qu'une figure d'amplification? Donc, votre guide littéraire, page 83-87. Alors, donc, qui pourrait répondre à cela? Donc, monsieur Méda, ça vous tente ou... Ben, même si ça ne vous tente pas, je vous le demande quand même. Alors, donc... J'écris que c'est une figure de style qui renforce le sens d'un mot ou d'un terme pour le mettre en évidence ou pour genre, montrer qu'il est... C'est ça, exactement. C'est tout à fait ça. On parle évidemment ici, donc, renforce l'idée répétée, produit un martèlement persuasif ou encore donc, le rythme musical. Par exemple, dans la chanson de Roland, on va dire donc, quand je lui conquis, je lui conquis, en je lui conquis. Mademoiselle Medjou, vous discutez avec moi ou vous discutez au téléphone avec quelqu'un d'autre? Vous discutez avec moi ou avec une autre personne? Non, non. OK, parfait, parce que je suis vite maintenant, je suis connaissant le Python Remove, là, je suis vite là-dessus maintenant. Comme en classe, ça. Alors donc, ouais, j'en ai exclu 2 tantôt, ou 3, parce qu'il y avait un mec qui jasait avec un autre en arrière, puis le coloc qui passe, puis il discute un machin que j'avais averti 2-3 fois. Écoutez, soyez sérieux, évidemment, puis tout d'un coup, il a disparu. Alors, je ne voudrais pas que ce soit donc en votre cas, mademoiselle. Alors donc, on va poursuivre évidemment donc, avec ceci. Oui, effectivement, donc, dans la chanson de Roland, donc je lui conquis, je lui conquis, je lui conquis, bien, évidemment, on sait que la chanson de Roland, c'est une chanson évidemment qui était transmise oralement, qui était chantée. Bien, l'anaphore va créer un rythme, évidemment, donc, en tout ça. La répétition ou l'anaphore, on peu importe. OK, donc, si je vous dis, par exemple, donc, vous serez 100 fois plus heureuse avec moi. C'est ce que j'ai dit à mon épouse la première fois que je l'ai vue. Non, c'est pas vrai. Mais non, je fais des blagues. Est-ce que c'est Nicolas? À l'écran, c'est un peu... Donc, monsieur Fogelbach. Oui, allez-y. Oui, donc le A, donc vous serez 100 fois plus heureuse avec moi. Quelle figure de style c'est? Écoutez, moi, je vais pour une hyperbole. Ouais, ben, vous avez misé juste. Donc, l'hyperbole, exactement. On exagère, donc on dit 100 fois plus. Souvent, c'est ce qu'on appelle aussi des hyperboles chiffrées. Donc, 300 000 pieds de long, 800 pieds de haut. Alors, ce sont des hyperboles chiffrées. Donc, deuxième, donc, c'est une très, très belle fable de La Fontaine que vous connaissez. Donc, c'est le chêne et le roseau. Donc, celui dont la tête était au ciel était voisine et dont les pieds, donc, touchaient à l'empire des morts. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Une hyperbole, non? Oui, tout à fait, exactement. Donc, une hyperbole. Donc, il était tellement grand que la tête, elle touchait au ciel. Donc, donc c'est le chêne, évidemment, et ses racines qui touchent aux morts, évidemment. Donc, je me sentis point cet aura qui fait donc dresser les chevaux sur la tête et qui glace le sang donc dans les veines. Ici, c'est une forme de répétition, mais ce pas les mêmes mots, mais on essaie de marteler l'idée donc de quelque chose. Alors, ça serait quoi comme... un pléonasme. Oui, très bien, M. Santizo. Très bien, donc un pléonasme, tout à fait. Ah, justement, je lui conquis le Poitou, je lui conquis la Livre-Normandie, je lui conquis Provence et Aquitaine. C'est un extrait de la chanson de Roland. Alors, donc, qu'est-ce que ce serait comme procédé, monsieur Marcabi? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui, donc c'était je lui conquis, je lui conquis, je lui conquis. Ce serait quel procédé, ça? Je sais pas, celui-là, je ne l'ai pas fait. OK, donc quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Mademoiselle Medjou. J'ai mis répétition. Oui, mais donc, si vous en avez bien regardé, c'est donc assez... Ou anaphore. Oui, donc c'est exactement une répétition en début de vers. Donc, quand je lui conquis, je lui conquis, je lui conquis. Donc, ça va créer un rythme musical et ça martèle l'idée, évidemment. Donc, ça, c'est un procédé, somme toute, assez facile à utiliser. Il est dans la chanson de Roland. Et qu'est-ce que ça montre? Qu'il est quoi?
un grand conquérant. Je lui conquis, je lui conquis, je lui conquis. Ensuite, dans cette même phrase-là, il y a une énumération. Donc, il va énumérer la Normandie, la Provence, l'Aquitaine, le Poitou, le Maine. Donc, 2 procédés dans une phrase si courte que ça, et vous avez votre explication. Bingo, c'est réglé. Vous voyez, donc c'est quand même assez simple. Alors, il faut juste développer, mais les procédés sont faciles à identifier. Vous êtes capable. Tout est un procédé dans le fond. Alors là, on ne peut pas tous les voir là, parce il y aurait des exercices toute la session. Mais évidemment, donc, quand on se concentre, les verbes d'action, par exemple, on veut montrer que Roland, donc, il est puissant, ben, il saute, il court, il force, machin. Bon, tout ça sont aussi des procédés qu'on verra au fil de la session. Donc, c'en est fait. Je n'en puis plus, je me meurs, je suis mort, je suis enterré. Alors ici, ce serait quel type donc de procédé? Une gradation. Oui, M. Raymond, exactement. Donc, une gradation, ça, tout à fait. Hein. C'en est fait. Je n'en puis plus, je me meurs, je suis mort, je suis enterré. Donc, il y a une espèce donc, de gradation qui montre évidemment donc, l'idée de la mort. Hein, c'est un peu cette idée-là. Sinon, ben, facile. Donc, colère, haine, frisson, horreur, labeur et dur forcé. Donc, ce serait une simple. Pardon? Pas répétition, excusez-moi. Accumulation. Ouais. Ouais, ben ça, c'est pas tant une accumulation, ça pourrait, mais c'est une énumération. Ouais, c'est une énumération. C'est ça, exactement. Alors donc, vous voyez, c'est simple comme truc. Donc, c'est ce qu'on se concentre sur des procédés faciles à trouver pour l'instant. Après ça, si vous voulez, vous pouvez mettre aussi 2 procédés par idée secondaire. C'est par exemple comme là, ben là, je vais te dire, c'est déjà une réponse pour le plan. Vous voulez montrer que c'est un grand conquérant. Donc, Roland, vous allez me dire, bon, il y a l'anaphore, qui est la répétition, qui met l'accent sur le fait qu'il a conquis, bon, machin. Après ça, il y a déjà aussi l'énumération donc des pays. Donc, dans 2 procédés, dans une phrase pour, évidemment, donc c'est assez simple. Les figures d'opposition, maintenant, donc en guide, page 81 et 83. Donc, pardon, vous avez notamment l'antithèse et l'oxymore, sur lesquels on se concentrait davantage. Pour les distinguer, donc, même si dans un texte, vous dites, bon, c'est une antithèse au lieu d'un oxymore, c'est pas la fin du monde parce que c'est une figure d'opposition, les effets vont être les mêmes, donc c'est pas si grave. Le plus simple pour retenir, donc, habituellement, l'oxymore, les mots sont collés. C'est comme obscur, clarté. Donc là, donc une clarté n'est pas obscure, donc c'est 2 termes opposés, c'est antithétique. Obscur, clarté. Habituellement, lorsque c'est une antithèse, ben, les termes sont séparés par plusieurs mots habituellement, ou bon, quelques mots. Alors, c'est la façon la plus facile de retenir, sinon c'est essentiellement la même chose. Alors, donc, si je vous dis, par exemple, donc, vous avez donc les effets, n'oubliez pas, donc met en relief la coexistence d'éléments opposés. Pour montrer quoi, par exemple, notamment, vous allez voir, pour ceux qui l'ont lu, pour ceux qui sont en train de le lire, dans Tristan et Isolde, il y a une superbe antithèse, qui est l'antithèse donc, de la ronce. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous vous souvenez, donc il dit il semblait à Tristan qu'une ronce vivace, aux fleurs odorantes, et aux épines aiguës qui poussaient dans son cœur. Donc, c'est vraiment parce qu'évidemment, donc, ça montre quoi? Bien, que Tristan, il est tiraillé. Donc, c'est une figure antithétique entre la fleur, avec des odeurs, des parfums magnifiques, et les épines, donc, qui piquent. Parce qu'évidemment, donc, l'amour chez Tristan et Isolde, c'est un amour qui fait souffrir. Parce qu'évidemment, donc, quand ils sont amoureux l'un de l'autre, c'est magnifique, mais ils trahissent chacun leur roi. Donc, ils vivent dans une espèce de conflit perpétuel. Alors, inévitablement, la figure antithétique des fleurs et de la ronce montre justement donc, le sentiment des personnages parce qu'ils sont vraiment tiraillés. Ils sont dans 2 opposés. Est-ce que je dois être fidèle à mon roi ou je dois aimer Tristan? Donc, c'est un amour-passion. Un amour, non, passion, le terme... La première occurrence dans le dictionnaire, si vous cherchez passion, c'est souffrance. C'est pas amour, je t'aime, machin. Donc, c'est souffrance. Donc, leur amour, c'est un amour-passion parce qu'ils souffrent, évidemment, donc, et ils s'aiment. Donc, c'est assez passionnant. Évidemment, donc, c'est l'antithèse donc, de la ronce. La ronce qui est magnifique, mais qui pique en même temps. Donc, c'est un peu cette idée-là qui montre quoi? Qui montre le tiraillement des personnages qui sont tiraillés, ils s'aiment, mais ils souffrent parce qu'ils sont en train donc, de trahir donc, leur roi. Alors donc, voilà pour ceci. Maintenant, donc, identifier ces figures, donc, évidemment, donc, un monde des contrastes, des oppositions à l'intérieur d'un texte. Donc, ici, l'oxymore crée des images plus importantes, donc, montre l'effet antithétique. Donc, c'est un peu en ces éléments-là. Donc, si je vous dis, donc, mon bien s'en va et jamais, donc, il dure. Donc, mademoiselle Camara, vous avez marqué quoi, vous? J'ai vraiment aucune idée sur ça. OK, donc, quelqu'un d'autre, mademoiselle Rouabi?
Une antithèse? Très bien, donc il s'en va, mais il dure. Donc c'est un peu cette idée-là. Donc il est permanent, mais en même temps il s'enfuit. Donc il n'est pas permanent, si on veut donc. Donc une mourante vie, donc ici, donc on envoyait point de QI à chercher donc le soutien d'une mourante vie, M. Thibault. Antithèse. J'avais dit, c'est un peu le même principe. Quand les mots sont collés, donc oxymore, donc une mourante vie. Ici, même chose, donc une flamme si noire, donc une flamme noire. Oxymore, très bien. Cette obscure clarté, donc une clarté obscure. Oxymore. Même chose, donc un oxymore. Ici, donc, c'est un magnifique passage donc, du site de Corneille. Donc, vous connaissez peut-être l'histoire. Donc, si vous avez, donc, c'est magnifique, c'est l'œuvre que j'enseigne habituellement au lieu d'enseigner Don Juan. C'est l'histoire donc, de Rodrigue et Chimène. Donc, Rodrigue et Chimène sont amoureux, donc une histoire donc, vraiment magnifique et tout. Et à un moment donné, ben, là, il y a la rencontre donc, du père de Rodrigue et du père de Chimène. Le père de Rodrigue donc, vient d'hériter d'un poste important qui, semble-t-il, selon aux yeux donc, du père de Chimène, devait lui revenir. Donc, le père de Chimène est frustré. Il est jaloux un peu. Et il va donc, provoquer le père donc, de Rodrigue, qui est plus âgé, donc qui est bon tout ça. Et donc, il va lui donner un soufflet donc, pour le provoquer en duel, mais il est trop vieux. Alors donc, le père de Rodrigue, Don Diego, il va voir son fils, Rodrigue, et il dit, écoute, le grand, il faut que tu me venges. Notre honneur a été vraiment donc, disons, maltraité, et il faut que tu me venges, je suis trop vieux, il donne son épée et tout, bon machin. Et là, donc, Rodrigue va confronter donc, le comte, et c'est là qu'il va lui dire, parce que le comte, Rodrigue n'a jamais tenu une épée, et Rodrigue, donc, le comte est vraiment très puissant, il va lui dire, non, ton bras est invaincu, mais non pas invincible. Donc, c'est une phrase célèbre. Évidemment, je dis à mes étudiants, si vous jouez au tennis, si vous faites n'importe quoi à votre adversaire, vous lui dites, ton bras est invaincu, mais non pas invincible. Moi, dans mes cours d'escrime, c'est ce que je dis tout le temps donc à mes adversaires qui sont plus forts que moi. Je dis, ton bras est invaincu, mais non pas invincible, évidemment. Et malheureusement, ben, ce qui va se passer, le drame, c'est que Rodrigue, il va tuer le père de Chimène. Et ensuite de ça, ben là, c'est toute l'histoire donc, du site de Corneille, le tiraillement. Bon, elle doit se venger parce qu'elle a son honneur. Bon, c'est vraiment intéressant comme truc. Mais c'est une tragicomédie. Hein, donc, Corneille écrivait donc, souvent des tragédies. Alors ici, c'est une antithèse, donc invaincu, invincible. Et enfin, donc, ange dans un enfer. Donc ici, encore une fois, une antithèse, donc des anges dans un enfer. Donc, c'est quand même assez simple. Donc, des figures, somme toute, assez faciles à trouver. Vous voyez deux mots opposés. Ah, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça crée? Alors, c'est un peu donc, en ceci. Les figures d'atténuation, maintenant, donc l'euphémisme et la litote, donc page 87-88, donc de votre guide. Alors, donc, je ne sais pas, donc, monsieur Krassakopoulos, est-ce que vous avez comme définition donc, de ces figures d'atténuation? J'ai mis que ça sert à rendre des mots crus moins crus. Ça atténuer des réalités difficiles, si on veut, donc un truc comme ça. Alors, vous avez toujours, c'est pour ça que vous avez toujours droit à ça. De toute façon, même en classe, mes étudiants ont toujours droit à ça. Donc, vous allez, vous ne savez pas trop, OK, on peut voir, OK, bon, tel truc, machin, donc permet d'atténuer une idée déplaisante, de diminuer le caractère violent ou désagréable, bon, machin, un truc comme ça. Je trouve qu'aujourd'hui, nos politiciens utilisent beaucoup trop d'euphémismes, mais bon, ça, c'est une perception, c'est une conception qui est la mienne. Alors, donc, ici, A, donc, son beau corps a roulé sous la vague marine. Donc, ça serait quoi comme, est-ce que ça serait une litote ou un euphémisme? Je ne sais pas, M. Hébert? Je ne sais pas, j'ai vraiment mal compris ces deux. OK, les figures d'atténuation. Bien, ici, tu sais, au lieu de dire, ben, il s'est noyé, ou, je sais pas, il a crevé comme un chien, on va dire, par exemple, donc, il a roulé sous la vague marine. Donc, on atténue l'idée de la mort comme s'il avait été bercé par l'eau. Vous voyez, donc, on a atténué donc, l'idée de la mort. Ici, par exemple, c'est ce que ma femme me dit toujours quand je veux manger le soir. Tu es de taille à ne pas manger le soir. Ici, quelqu'un a une idée? Monsieur. C'est une litote? Oui, exactement. Donc, c'est une magnifique litote, évidemment. Donc, ici, même principe. Donc, on veut en diminuer donc en l'effet. On ne dira pas donc tu es trop grosse pour manger le soir. Ma femme, elle ne me dira pas ça. Elle va dire tu n'es pas de taille. Donc, donc litote, c'est deux procédés donc, donc, si on veut d'atténuation. Donc, même si on se trompe de l'un ou l'autre, moi,
Ça ne me dérange pas vraiment. C'est pas ça. C'est pas l'idée d'avoir vraiment, OK, c'est absolument. C'est l'idée de qu'est-ce qu'on a compris, quels sont les effets. Évidemment, que ce soit un ou l'autre, si vous avez votre idée, ça va être correct aussi. Et dans un examen, là, ça va être plus précis quand même. Là, mais dans votre travail, si vous confondez entre litote ou euphémisme, c'est pas si grave parce que votre idée, ça va être que c'est pour atténuer telle vérité, pour ne pas montrer la mort ou pas montrer la violence ou pas montrer qu'il est sourd, bon, peu importe, dans un truc comme ça. Exactement. Ici, on dit donc un malentendant, donc mis pour sourd. Donc, M. Guièche. Monsieur Guièche, vous êtes là? C'est un euphémisme? Oui, litote. Ici, ça serait davantage un euphémisme. Hein, souvent, donc, pour dire, par exemple, on dit, je sais pas, on ne dira pas donc un sourd, donc on va dire un malentendant. On ne dira pas un vieux, on va dire une personne âgée. Hein, on ne dira pas un nain, on va dire une personne de petite taille. Quoi qu'il est quand même important donc, de nommer les choses, selon moi. Là, je dis un nain, c'est quand même un nain. Hein, on ne se le cachera pas. Là, alors donc, c'est toujours un peu cette idée-là. Une litote, donc une des litotes les plus célèbres, c'est celle qu'il y avait donc dans l'exemple ici. C'est justement donc notre amie Chimène, donc l'amoureuse de Rodrigue. Elle veut l'aimer, elle est folle de lui, donc ils sortaient déjà ensemble avant qu'il y ait le drame. Mais donc là, elle dit, va, je ne te hais point. C'est-à-dire parce que Rodrigue veut s'enlever la vie, parce qu'il ne peut plus vivre sans elle, machin. Elle dit, va, je ne te hais point. C'est-à-dire, donc, je suis follement amoureuse de toi, mais évidemment, donc, je ne peux pas. Donc, quand je suis ici, j'ai mon honneur, j'ai tout ça, et mon truc comme ça. Donc, c'est une des litotes donc, les plus célèbres. Vous aviez d'ailleurs l'exemple donc, dans votre guide. Et enfin, donc, certaines figures de substitution assez intéressantes, donc, que j'aime, qui sont particulièrement intéressantes, donc la métonymie, qu'on retrouve un peu partout. On peut prendre donc l'œuvre pour son auteur, le moral pour le physique, donc il y a plusieurs exemples ici, donc le contenant pour le contenu. Alors, ici, donc, c'est assez. Alors, donc, figure de substitution, qui pourrait Mademoiselle Aïd? Oui, figure de substitution, j'ai mis un mot qui remplace un groupe de mots. Exactement, ça c'est notamment donc pour la périphrase, donc ça c'est la définition de la périphrase, exactement. Sinon pour la métonymie, évidemment, on voit ici donc ça crée un raccourci donc qui remplace le nom d'une réalité, donc par celui, ça crée un rapport, donc il y a des rapports d'identité, d'appartenance, bon tout ça. Alors, donc vous pouvez donc définir tranquillement votre procédé. Hein, donc, quand vous m'expliquez, faites comme si je ne connaissais pas ça. Donc, dans vos analyses, vous pouvez dire quelques mots sur c'est quoi ce procédé-là, machin, un truc comme ça. Alors, ici, donc, on a, par exemple, quels sont les effets? Bon, ici, par exemple, donc, on est en 91, donc ici, la métonymie, donc des signes énoncés d'une façon plus imagée, donc en produit un raccourci qui attire l'attention, qui frappe, donc, par exemple. Alors, ici, donc, si on dit la sombre boucherie ouvre ses cavernes de mort. Donc, est-ce que ça serait une périphrase ou une métonymie? Une métonymie. Ce serait davantage ici une périphrase, parce qu'ici, il n'y a pas tant de rapport, c'est qu'on va prendre donc l'idée caverne de mort, donc c'est comme le synonyme d'un tombeau. Donc ici, c'est un peu cette idée. Donc, la sombre boucherie ouvre les tombeaux, en fait, des morts. Donc, c'est un peu en cette idée. Ça peut-il être une autre figure de style que périphrase aussi, parce que... ça dépend à laquelle vous voulez... je parle de caverne de mort. Ça pourrait-il être une comparaison aussi? Ça pourrait être une comparaison, effectivement. Tout à fait. Oui, ça pourrait être une comparaison. Oui, tout à fait. Attendez un peu. Non, pas vraiment, parce que, il n'y a pas de comparé et de comparant. Donc, on ne dirait pas, les tombeaux, caverne de mort. Donc, ici, il n'y a pas de comparaison, dans le fond. Alors, évidemment, il dit... Parce que c'est pas la boucherie qui est une caverne de mort. Donc, il n'y a pas d'élément comparé et de comparant. Donc, ça ne serait pas une comparaison. Ça ne serait pas une métaphore parce qu'il n'y a pas de comparaison. Ça marche? Dites-vous tout le temps ça. Quand vous dites que c'est une métaphore, il y a deux éléments comparés. Même si on pourrait dire, oui, caverne de mort, ça fait référence à quelque chose, mais s'il n'est pas dans le texte, le quelque chose, s'il n'est pas avant, ce n'est pas une comparaison. Là, ici, c'est justement une périphrase parce que donc, ça fait référence à quelque chose qui n'est pas nécessairement à côté. Bon, ça va? Explication correcte, oui? Oui. OK. Alors donc, ici, la gauche fait savoir le résultat du vote. Donc ici, la gauche, juste par curiosité, vous savez d'où ça vient, donc, les termes gauche-droite en politique? Non? La division sur une carte, les États-Unis sont plus à gauche, puis les Russes sont plus à droite.
Non, ça vient de la Révolution française, lorsqu'on faisait des revendications donc au roi, parce qu'évidemment, donc là, c'est le bordel total. On dit, mais non, c'est j'allais dire les États généraux, lors des États généraux, lorsque les trois ordres vont se rencontrer donc à Paris. Donc, ceux qui revendiquent évidemment donc, une certaine liberté, c'est ce qu'on va appeler les républicains, donc qui étaient donc dans la salle à gauche, et les royalistes, les conservateurs, ceux qui voulaient garder le pouvoir, étaient donc à droite. Alors donc, depuis ce temps-là, on parle donc de gauche pour les républicains. Attention, aux États-Unis, les républicains, ça c'est Trump. Okay? On s'entend que ce n'est pas du monde de gauche, là, c'est des... Ben, je ne fais pas de politique, mais disons, c'est des gens un peu particuliers. Là. Donc, mais en France, les républicains, c'est la gauche, un peu comme nos systèmes à nous, dans le fond, où on a les frais de santé payés, on a donc l'assurance emploi, on a donc tout ça, ça fait partie des gouvernements de gauche qui ont mis ça en place. Et sinon, ben, les conservateurs ou les royalistes, on peut dire, donc c'est des gouvernements plus de droite, où ils vont dire, ben, nous, on est tanné de payer pour les pauvres qui s'arrangent, genre de trucs comme ça. En Angleterre, c'est un peu la même chose. Donc, vous avez ce qu'on appelle les Whigs. Donc, les Whigs qui sont donc des républicains français, entre guillemets, et des Tories. Donc, même au Canada anglais aussi, vous avez encore les Tories, là, qui sont vraiment des conservateurs là, vraiment sérieux et tout. Là. Donc, et suite à la Révolution française de 1789, ben, il y a eu une révolte en Angleterre, parce que bon, partout, on voulait donc abolir la monarchie. Et en 1820, il y a eu ce qu'on appelle donc le massacre de Manchester, où les Whigs, donc les révolutionnaires, ont été massacrés par les Tories, parce qu'ils ne voulaient pas, évidemment, parce qu'il y a encore une reine en Angleterre, donc évidemment, donc, ils ne voulaient pas perdre l'aspect de la royauté. Voilà pour la petite parenthèse. Donc ici, la gauche fait savoir le résultat du vote. Est-ce que c'est vraiment la gauche ou c'est plutôt... C'est une métonymie? Exactement, donc, parce que ce n'est pas la gauche, ce sont donc quand les électeurs de la gauche. C'est vraiment, donc ici, on crée un raccourci. Donc, on dit la gauche, mais ce n'est pas la gauche, ce sont les électeurs de la gauche. Hein. C'est un peu le premier principe. Vous le voyez, donc vous en avez plusieurs ici. Si on dit, par exemple, donc, tout Thèbes sait ce qu'elle a fait. D'une part, c'est quoi, non, ça, Thèbes? J'espère que vous avez lu, vous avez dit, c'est quoi, non, ça? Pardon? Oui, une ville grecque, exactement, une des grandes villes grecques importantes. D'ailleurs, Oedipe, donc vous connaissez un peu donc, Oedipe? Donc, Oedipe roi, donc une tragédie donc, de Sophocle, notamment. Donc, oui, Oedipe, c'est quelque chose. Donc, Oedipe, c'est celui qui, donc, qui a un fils abandonné. C'est Raymond Lézy, oui? C'était pas lui qui s'arrachait les yeux? Oui, exactement, à la fin, oui. Il vendait pas le punch, c'est super tragique. Là, évidemment, donc, Oedipe, lui, bon, il est orphelin, il ne connaît pas ses parents, et donc, il grandit donc, avec son oncle et machin. Et à un moment donné, sur la route, il rencontre un homme. Et donc, bon, le vieux, c'est un homme plus vieux, il dit, écoute, il faut que tu laisses la jeunesse, la vieillesse de priorité. Oedipe est un peu fanfaron, un peu donc imbu de lui-même, disant, on va pas en tout, c'est les jeunes, machin. Je vous résume ça assez rapidement, on s'entend. Et donc, ils se battent, et Ulysse tue le gars. OK, parfait. Il arrive à Thèbes, et à Thèbes, donc, il y a le Sphinx. Donc, vous savez, le Sphinx, c'est un personnage mythologique, donc, qui tue les enfants et tout. Et là, évidemment, donc, il y a une énigme. Le Sphinx, il dit, donc, si quelqu'un réussit à répondre à mon énigme, je vais cesser, donc, de tuer les gens. C'est quoi l'énigme du Sphinx? Vous la connaissez, je pense, tous, là. Ouais, peut-être pas tous, là, mais... Oui, je vais vous la dire, là, c'est à peu près, là, quel être qui au matin de sa vie marche à 4 pattes, au midi de sa vie à 2 pattes et au soir de sa vie à 3 pattes? L'homme. Oui, exactement, donc en l'homme. Alors, c'est l'énigme du Sphinx, donc il réussit, et donc il va évidemment donc, épouser la reine, donc, évidemment, donc il va se rendre compte par la suite, parce que là, il veut bon, il est roi, bon machin, puis là, il veut trouver ses parents. Il fait des recherches. Même dans mon cours de roman policier, je montre Oedipe comme étant un des premiers enquêteurs. Donc, il enquête sur vraiment donc, sa vie, mon machin. Et donc, il va se rendre compte que le gars qui a tué, c'était son père. Il va se rendre compte que la femme avec qui il couche, c'est sa mère. Donc, évidemment, c'est l'idée terrible. Et c'est pour ça qu'à la fin, il va, comme M. Raymond le disait, il va se crever les yeux, parce que c'est très tragique et tout. Bon. Mais là, donc, comme je dis, tout est en littérature. Vous savez qu'il y a un grand psychanalyste qui s'appelle Sigmund Freud, qui a mis en place ce qu'on appelle
le complexe d'Oedipe, que vous connaissez sûrement. C'est à peu près à l'âge de 5-6 ans, garçons ou filles veulent symboliquement tuer leur père si c'est un garçon et donc tomber amoureux de la mère. Hein? Ça se voit très bien. Moi, mon fils, je me souviens très bien quand on dansait avec mon épouse, donc parfois, donc comme ça pour le plaisir, et il venait tout de suite entre nous deux. Hein? Donc, vraiment, il cassait le truc. Quand il venait dans le lit le matin, d'ailleurs, il vient quand même encore dans le lit le matin, mais ça, c'est une autre histoire. Mais donc, quand il se mettait entre les deux, puis souvent, il me poussait en bas du lit. Donc, symboliquement, il voulait tuer son père parce qu'il est amoureux de sa mère. Et puis, chez les jeunes filles, c'est pareil aussi. Et c'est en psychanalyse, on le voit bien, là, ça existe encore. Et c'est tiré de cette œuvre-là. Donc, quand Freud, quand il a lu Sophocle, il s'est dit, ben ça existe. Donc, en tout ça, il a inventé, il a mis en place le complexe d'Oedipe, qui est un complexe d'une mort symbolique du mâle, dans le fond, quand tu es un enfant mâle, puis de tomber amoureux de ta mère. Donc, ça, c'est assez parti. Bon, voilà pour encore une fois, le petit truc. Alors donc, tout Thèbes sait ce qu'elle a fait. Donc, est-ce que c'est Thèbes elle-même ou ce sont les habitants de Thèbes? Les habitants. Alors donc, ça serait encore ici, donc une métonymie. Donc, bon. L'objet de beauté, pour parler du miroir. Ce serait une périphrase. Oui, exactement. Donc, quand on prend plusieurs mots, donc une description pour nommer un mot. Donc, l'objet de beauté, miroir. C'est comme ça qu'on l'appelait donc au 18e siècle. Au 19e aussi, je pense. Donc. Le roi soleil, donc pour dire Louis XIV. Synecdoche. Périphrase, exactement. Et enfin, donc, quand je vais lire un Balzac. Métonymie. Exactement, parce qu'évidemment, vous voyez, donc, si on prend donc l'œuvre par son auteur, donc je ne vais pas lire un Balzac, je vais lire donc un roman de Balzac. Ah non, on s'entend, non. Alors voilà pour les petits trucs, hein, ça se fait relativement bien. Je pense, donc c'est des procédés faciles quand même, hein. On n'est pas obligé d'avoir 50 millions de procédés super complexes. Si vous en trouvez des super complexes, je vais être super content puis je vais vous mettre plus de points. Ça marche, s'ils sont bons puis et tout. Mais évidemment, donc, hein, on peut rester autour de cela. Maintenant, donc, pour le prochain cours, donc, hein, vous avez donc un devoir donc, à faire, vraiment, c'est le premier plan. Donc, hein, c'est un devoir important. Comme je disais, habituellement, je le fais faire en classe, ça compte pour 10% et tout. Donc, hein, là, vous êtes à la maison, essayez de le faire en 2 heures. Quand même, là, vous avez jusqu'au prochain cours pour le faire. Essayez de le faire en 2 heures. Bon, je vais partager donc l'écran pour vous montrer donc hein, c'est quoi. Je l'ai déjà mis sur Léa. J'ai déposé dans mes documents. Alors, donc, c'est assez simple. Donc, hein, je veux des phrases complètes. Hein, je ne veux pas juste des mots. Je vais vous demander, par exemple, donc, Monsieur Raymond, pouvez-vous me lire votre contexte socio-historique? Bon, Mademoiselle ou Monsieur donc, Fockelbach, pouvez-vous me lire, je ne sais pas, l'explication numéro 1? Des gens, un truc comme ça. Un peu comme on a fait aujourd'hui. Donc, hein. Donc, si vous voyez, donc, tout est séparé. Si j'ai amené donc, une phrase ou 2 max, courant littéraire, bien évidemment, la chanson de geste, l'auteur Turol de 1090, la chanson de Roland, donc quand tout est marqué ici autour, ben, j'ai oublié de marquer date de parution, mais j'avais déjà mentionné. Sujet posé, ben, c'est mon sujet, donc vous n'écrivez pas dans ces cases-là, là, vous écrivez juste vos phrases ici. Là, donc c'est comme si c'était une introduction rédigée, dans le fond, mais sous forme un peu de plan, là, si on veut. Ensuite de ça, ben, là, vous avez votre paragraphe 1. Alors, n'oubliez pas, ici, je veux l'idée centrale plus la principale numéro 1. Donc, j'ai mis les marqueurs de relation pour vous faciliter la tâche. En premier lieu, on peut dire que, ma question est ici, hein, n'oubliez pas, là, une question facile, montrer que le personnage de Roland contribue à forger l'image du chevalier de l'époque moyenâgeuse. Bon, on s'entend que, question facile, ça va évidemment avec l'extrait de la chanson de Roland qui est aux pages 54 à 56 de votre guide méthodologique. Vous voyez, donc, page 54, ça commence de la chanson de Roland. Ce sont les laisses 173 à 177. Et ici, vous voyez, donc, hein, ce sont des chiffres romains. Ici, ce sont le numéro de la laisse. Vous voyez, donc, hein, L, c'est donc 150, donc hein, plus 100, pardon. C, c'est 100. L, c'est 50. 2, XX, ça fait donc 70. Plus 3, ça fait 73, donc 173. La prochaine, 174, 175, donc un truc comme ça. Et donc, vous avez, donc, c'est la chanson de Roland. Donc, là, il veut briser son... C'est la mort de Roland. Donc, quand ça, un peu... c'est la deuxième partie là, de la bataille de la chanson de Roland qui s'appelle la bataille de Roncevaux. Alors, vous mettez votre idée centrale. Donc, en premier lieu, on peut dire que le personnage Roland contribue à forger l'image du héros au Moyen-Âge parce que... Et là, vous mettez votre idée principale. D'abord,
Ensuite, l'illustration, la preuve textuelle, donc puisque vous avez pris ça dans le texte, je lui conquis, je lui conquis, je lui conquis, je ne sais pas trop. Ensuite de ça, bien, voie d'explication. Là, j'ai marqué dans le passage précédent. Donc, l'auteur utilise tel procédé composé de tel mot et ça crée comme effet tel truc. Alors, c'est un peu l'idée. Donc, hein, tout est écrit, c'est une forme de plan, bon machin. De plus, idée secondaire numéro 2, illustration, explication. La clôture partielle, donc un IP plus IS1, IS2. Donc, bref, j'aurais dû écrire ici un marqueur de relation, là, somme toute, bref. Et sinon, ben, en conclusion, on a vu telle affaire, bon, synthèse, les clôtures, évidemment, donc l'ouverture. Donc, ça se fait relativement bien, comme je dis, donc faites-le. Essayez de le faire en 2 heures, c'est ce qui est le mieux là, quand même, là, parce qu'évidemment, c'est important donc, de bien faire cela. On va le corriger ensemble donc, au prochain cours. Alors, sur ce, je vous souhaite à tous donc, une excellente fin de journée. On se revoit donc, nous, on se revoit lundi prochain. Pardon? Lundi prochain. Ah, c'est lundi prochain qu'on se voit, nous? OK. Ah, ben, parfait. OK, donc, on se revoit lundi prochain. Donc, passez un beau week-end. Puis, donc, bon travail. À bientôt. Merci. Bonne journée. Au revoir, monsieur. Au revoir. Merci. Si vous avez des questions, vous pouvez rester avec